Comment bien te préparer pour un entretien de Product Owner? Le but de l'entretien, c'est bien de définir pour toi comme pour l'entreprise, si tu es la bonne personne et si c'est la bonne entreprise pour toi. Dans cette vidéo, on va te proposer quelques questions qui reviennent souvent dans les entretiens de Product Owner et on va te donner des outils pour savoir bien y répondre. Alors, la première question qui va souvent être posée, c'est quoi l'agilité? Alors ça, c'est une question qui est pas forcément si simple à voir, hein. Moi, ce que je repère souvent, je sais pas si toi ça te l'a fait aussi, Jean-Pierre, mais c'est que les gens ont tendance à parler assez rapidement, voire tout de suite, de méthodologie, de Scrum, de Kanban, pourquoi pas. Mais donc ils vont expliquer ce qu'ils font, ils vont faire des délices et voilà. Quand on va avoir des gens qui ont un petit peu plus de recul, et ces gens-là vont plutôt parler de voilà, c'est livré tôt, choses comme ça. Mais au final, bah ouais, à la limite, pour un technicien de l'agilité, pourquoi pas? Mais en vrai, si on veut revenir au niveau de l'entreprise, pourquoi être agile? Qu'est-ce que c'est l'agilité pour une entreprise? Je pense que c'est pas toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose de un peu plus macro, on pourrait dire un peu plus générique. Alors souvent, on dit aussi de façon un peu pédante, c'est la philosophie agile, choses comme ça, plutôt que les techniques et Scrum, etc. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu auquel j'ai pas mal réfléchi et sur lesquels j'ai pas mal itéré et qu'on nomme d'ailleurs dans notre formation 2 jours sur les bases de Scrum. On donne cette définition. Moi, j'aime bien dire que l'agilité, c'est collecter des retours, des feedbacks, pour les utiliser le plus tôt possible pour travailler sur ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Et je vais même rajouter quelque chose souvent, c'est pas sur ce qui en avait, pas sur ce qui avait de la valeur il y a quelques mois, mais vraiment bien ce qui a de la valeur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, évidemment que je suis d'accord avec ce qu'on met dans notre formation. Oui, alors je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de le teinter, de le remettre dans le contexte. Entretien de Product Owner. Effectivement, on en revient aussi, c'est aussi un moyen pour voir dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est Product Owner, rédacteur de spec intermédiaire qui est là pour pisser les specs fonctionnels, ou est-ce qu'on est plus Product Owner qui a le lead produit, qui porte la casquette de Product Manager et bien plus, etc. Voilà. Donc, effectivement, selon la réponse, si en face, la personne s'attend à ce que vous lui répondiez on fait des délits, on vérifie notre vélocité. Maintenant, effectivement, si on regarde l'intérêt de l'agilité sous l'angle du Product Ownership, effectivement, c'est collecter du feedback tôt, c'est itérer vite pour apprendre. Ça tire toutes les ficelles de se rendre compte que tout ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment si c'est la bonne chose à faire. Ce sont des hypothèses, c'est ça peut-être aussi le mot à caser. On ne fait que des expérimentations, on teste des hypothèses. Et donc l'agilité, c'est effectivement aller très vite, boucler très vite, pour avoir, je reviens sur les mots que tu as utilisés, pour avoir du feedback et utiliser ce feedback. Mais c'est important encore une fois de le prendre sous cet angle, Product Ownership. Parce que justement, pourquoi on fait l'agilité? Pourquoi on veut aller plus vite? Pourquoi on a aussi toutes les bonnes pratiques de développement logiciel si on fait du logiciel? C'est pour le business, c'est pour créer le bon produit rapidement, le plus rapidement possible. Et quand je dis le plus rapidement possible, c'est pas encore une fois la vitesse d'exécution, mais de trouver ce bon produit qui va trouver les clients, qui va rapporter de l'argent, en tout cas qui va atteindre nos objectifs d'entreprise. Et c'est intéressant parce que c'est un point sur lequel j'insiste aussi de temps en temps, c'est effectivement, tu vois, c'est pas de collecter les retours pour les utiliser le plus rapidement possible, parce que j'ai remarqué qu'en disant ça, souvent les gens ont le côté rapidement a une connotation de un peu bâclé, tu vois, c'est un peu voilà, on fait les trucs vite sans le faire bien. Alors que quand j'utilise le mot le plus tôt possible, il y a plus cette notion que c'est prêt, c'est fini réellement tôt. Avant de voir les prochaines questions, surtout pense à t'abonner parce qu'il y a tellement de questions qui peuvent être posées lors des entretiens. Et si ça t'intéresse, on va faire d'autres vidéos sur ce sujet. La deuxième question qu'on va voir, c'est pour vous, quel est l'intérêt de l'agilité? Alors, on y a potentiellement déjà pas mal répondu. Parce que vous nous connaissez, on dérive, on papote. Mais effectivement, l'intérêt de l'agilité, c'est d'apprendre tôt, le plus tôt possible, quelle est la bonne chose à faire. Encore une fois, c'est plein de concepts qui existent dans le domaine du produit. On parle de product market fit, ce genre de choses-là. C'est trouver un problème qui mérite d'être répondu et une manière de répondre à ce problème qui est pertinente et qui peut être monétisée. On arrive à se faire payer pour ce service, etc., etc. Donc l'agilité, en permettant d'itérer vite, permet d'atteindre ça. Bon, après,
C'est peut-être pas forcément la réponse qu'on veut entendre, mais quand on peut creuser, il y a aussi les notions de... C'est un environnement qui peut être plus épanouissant aussi pour les personnes. Ça permet de tirer parti de l'intelligence collective, etc. etc. Moi, il y a un élément que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est un petit peu l'intérêt de l'agilité, c'est aussi de réduire ce qui n'est pas à faire, c'est-à-dire de réduire le gâchis de temps et d'argent des gens. C'est-à-dire que parce qu'on sait tôt, justement, comme on disait tout à l'heure, on sait tôt qu'on part dans la mauvaise direction, et ben on peut la corriger tout de suite, et donc on va éviter de faire du travail qui au final ne sert à rien et n'était pas à faire. Et dans les risques, est-ce que tu vois un risque majeur à être vers une entreprise très agile? Le risque majeur, je sais pas si je risque de taper à côté en disant ça, mais c'est de casser le statu quo, parce qu'effectivement, très souvent, on est sur des organisations qui marchent pas vraiment comme ça, et elles ont pas forcément envie de changer, elles sont pas encore à l'article de la mort, et ça leur va très bien d'avoir leur processus, leur bureaucratie, leur rôle intermédiaire qui servent de passe-plat, etc. Après, on peut en débattre aussi, c'est toujours de la mauvaise agilité. Ça, c'est un très grand classique des personnes, notamment côté développeurs, qui vont vous dire l'agilité, c'est juste on flique les gens, on nous crame. Et c'est probablement vrai dans leur expérience de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils appelaient agilité. Et c'est vrai aussi que, bah oui, à vouloir aller plus vite, le plus vite possible, etc., bah on peut finir dans le on se crame. Normalement, c'est pas ça le but. Comme dans le lean, les piliers, les fondamentaux, c'est la dimension humaine. Et si les personnes sont cramées, sont exploitées au maximum, bah, elles vont pas faire du bon travail, elles vont pas réussir à exploiter les choses. Enfin, je veux dire, la règle universelle, c'est faut se poser des questions et réfléchir. Forcément, tu fais pas ça quand tu dors pas assez ou quand on te met la tête dans le mur tous les matins. Alors une autre question qui est souvent posée, pour vous, est-ce que un lead technique, c'est un rôle essentiel dans Scrum? Et ça, pour ce type de questions, alors bien sûr là, nous, on ne peut pas répondre parce que c'est aussi une réponse personnelle. Hein, vous pouvez avoir un avis ou autre, mais quoi qu'il arrive... Contextuel aussi. Et contextuel, bien entendu. De la boîte. La meilleure première réponse à donner à ça, c'est une question. C'est de se dire d'abord, attendez, qu'est-ce que vous entendez par lead technique? C'est quoi pour vous un lead technique? C'est quoi dans votre entreprise un lead technique? Parce qu'on peut avoir très bien le lead technique qui est juste, voilà, c'est la personne dans l'équipe qui est le plus senior, donc voilà, il va avoir un côté de leader technique parce que les autres l'écoutent tout simplement. Mais il y a aussi le côté dans d'autres entreprises où ça peut être c'est un lien hiérarchique, c'est-à-dire que c'est un rôle, c'est un poste de lead technique qui peut être aussi un développeur ou une développeuse, mais qui peut parfois être aussi, comme on dit souvent, l'architecte dans sa tour d'ivoire qui ne code pas, mais qui dit aux autres quoi faire. Donc, il faut vraiment, avant de pouvoir répondre et de donner votre avis, eh ben, il faut tout simplement poser la question, c'est quoi pour vous un lead technique? Ouais, je pense que la question aussi sous-jacente, elle est aussi, qu'est-ce que tu as vécu dans tes expériences précédentes et comment tu as perçu ces choses-là, ce qui est aussi une manière d'appuyer au passage sur vos expériences précédentes. Voilà ce que c'est eu de positif, voilà ce que c'est eu de voilà ce qui y a eu de négatif. Questionnable. Qu'est-ce que vous auriez vu plutôt à la place? Je pense que là ça posait problème à, je crois, un des exemples que Constantin a donné sur, là il y avait un lien hiérarchique et du coup c'était un peu problème, mais on peut aussi avoir l'inverse. Il y a des équipes, il n'y a pas trop de lead et du coup comme ils prenaient pas des décisions, ils s'assumaient pas. Et peut-être que dans cet environnement-là, ça aurait eu du sens d'avoir une personne qui soit obligée de porter le masque de leadership et de se dire non mais les gars, on se bouge, il faut quand même qu'on soit une des forces vives de l'équipe, etc. Ça reste très contextuel. Et donc encore une fois, parler de vos expériences et surtout de votre capacité à prendre du recul sur ces expériences. Une autre question qui peut revenir lors d'un entretien, c'est aussi comment, en tant que PO, vous gérez la dette technique du produit? Alors évidemment, comme à chaque fois de ces questions, ça nous tire la question de comment tu l'as vécu dans les expériences précédentes. Et je pense vraiment qu'il vaut mieux jouer la carte du j'ai foiré, j'ai pas bien géré et j'en ai appris, si c'était à refaire maintenant, je ferais ça. Et c'est intéressant encore une fois aussi de teinter les trucs en disant ça marchait moyen mais c'était ok parce qu'il y a tel élément de contexte mais je le referais pas dans un autre contexte, ou à l'inverse, voilà ce que aussi de rajouter cette notion de contexte. Si on prend l'exemple de la dette technique,
Est-ce qu'on est sur un produit legacy qu'il faut faire évoluer comme on veut, comme on peut? Est-ce qu'on est sur un produit greenfield qui sort de terre et où là, ça pose pas les mêmes questions? Puisque forcément, on va peut-être pas arriver sur les mêmes stratégies aussi derrière. Et puis après, évidemment, la question est... on va revenir sur les conseils qu'on donne dans nos vidéos, hein, mais ramener autant que possible ça vers la notion d'impact. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose parce que ça a du sens, parce que ça s'inscrit dans la stratégie globale de développement du produit, à accompagner l'équipe aussi à formuler ça. Donc en tant que PO, vous pouvez travailler avec eux, même si eux ne le font pas spontanément. Au lieu de fermer votre porte aux developers, vous pouvez leur ouvrir, au contraire, leur dire « Attends, ça a l'air vachement important pour toi, faut que tu m'expliques pourquoi. » Et en étant transparent. Moi, si je comprends pas, je pourrais pas le défendre ou faire la place sur ma roadmap parce qu'en fait, on coûte super cher et faut qu'il y en ait un retour sur investissement. Donc, je te dis pas non. Par contre, il faut que je comprenne pourquoi pour pouvoir le prioriser. Donc, vraiment, explique-moi et je vais faire mon maximum, etc. En fait, c'est de s'ouvrir à la partie technique, aux développeurs, pour comprendre l'enjeu de ce qu'ils demandent. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Quel est le risque? Parce que souvent aussi, les risques qui sont liés à la dette technique, c'est aussi des risques. Alors bien sûr, il y a le côté d'aller moins vite, de pouvoir créer de la valeur moins rapidement ou autre, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter. Mais il y a aussi le côté que si on fait ça, c'est nous qui nous levons à 3h du mat pour aller réparer le truc, quoi. Ou qui y allons le dimanche. Enfin voilà, c'est pas le PO, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu-là qu'il faut entendre. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut, comme tu disais, il faut absolument challenger pour qu'on comprenne bien, surtout l'enjeu. Bien sûr, pas la technique, comment on fait ni rien, mais l'enjeu derrière, pourquoi il faut le faire. Et ensuite, une fois qu'on a compris, c'est de faire confiance, en fait. C'est la base, c'est de se dire d'abord, non mais ok, je te fais confiance. Si tu penses qu'il faut le faire, c'est bien. Et quelque chose que Jean-Pierre me raconte, me dit souvent dans le cadre de Scrum Life, quand on doit acheter du matos ou autre, c'est fais ce qu'il y a de mieux. Voilà, fais ce qu'il y a de mieux pour la boîte, fais ce qu'il y a de mieux pour le produit. Et voilà, et de dire ça aux gens, au contraire, je pense que ça crée de la confiance et les gens vont être plus raisonnables aussi sur certaines choses. Le meilleur moyen de t'améliorer dans ta pratique de Scrum, c'est de t'inscrire à notre formation gratuite. Un cursus détaillé qui te suit et qui t'accompagne dans ton apprentissage. Et il y a même une trousse à outils avec des documents pour t'aider. À la prochaine fois. Ciao!